Et si Team USA avait remporté les Jeux Olympiques de 1988 ? C'est lundi, c'est Monday. Yes sir. C'est le best day, le fameux, le best day of the week. Tout à fait, la main s'abaisse, on vous fait la bise en espérant que vous allez bien toutes et tous. Comment ça va Alex ? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. Meilleur jour de la semaine, donc forcément ça va bien, tu vois. Un c'est et un fond juste deux. logique quoi en fait. Exactement. On s'est enfin débarrassé du week-end, et ça y est, c'est lundi. Tu vois, genre, virez-moi cette merde du dimanche. c'est clair. Je veux être lundi. Qu'est-ce qu'on se fait chier le dimanche. Ça suffit. Oh là là. Vous le savez, c'est le lundi, le meilleur jour de la semaine, ou comme on le dit en anglais, The best day of the week. exactement, à ne pas confondre avec d'autres petits Voilà, hashtags. c'est ça. On espère que vous allez bien. Comme vous le savez, sur cette saison NBA 2020-21, chaque lundi, on est avec vous avec les grandes enquêtes trash talk déjà plein qu'on a gérées. On fait des bons dans le passé. On raconte ce qui se passe depuis qu'on connaît le futur. Le concept, il n'a pas bougé. Dans l'histoire de la NBA, Alex, et même du basketball, Du basketball, tout à fait. on a des grandes Parce que là, questions on est sur lesquelles on revient. On est sur du global là, aujourd'hui, t'es d'accord? Oui, global. On est sur le basket international. Exactement. International. Ah, Yeah. il y a des garçons qui ont joué en NBA, vous pouvez le voir ici. Ah là oui, il y a des gens qui ont laissé quelques traces en NBA. Ouais. Clairement là, oui, effectivement. Hein, à part Cricri. À part Cricri Leitner. Je pense que sinon, même les coachs, même les cravates. Hein. À part du Gary ici, Ouais, tout le monde a ne fait vous y ça. trompez pas, les cravates, ça a laissé quelques traces aussi. Hein. Bien sûr, nous sommes sur Team USA. Pourquoi 1988 ? On va tout vous expliquer en long et en large. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube évidemment de Trash Talk, la chaîne préférée de votre joueur préféré. On a déjà fait plusieurs enquêtes. Que serait-il passé si Tim Duncan s'était présenté à la draft de 1996 ? Que serait-il passé si Derrick Rose ne s'était pas blessé ? Et si c'est Portland qui draft Kevin Durant, etc., etc. On a déjà fait plein de sujets. Si vous avez des suggestions, vous les envoyez. J'ai l'impression que le line-up, il est posé. Le line-up, les gens le connaissent à force. Hein. Donc c'est ça qui est bien. Il faut faire le rappel et surtout poser une grande question existentielle. The question, voilà. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Alex, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Bah écoute, vu que même si il fait encore un peu frais, mais on voit bien, ça y est, on commence à flairer quoi, les beaux jours sont pas loin. Moi ça va être grosse salade. Grosse salade quinoa évidemment, hein, toute la base de toute salade. Quinoa lentilles, betterave, feta, une petite échalote. C'est très 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 bon. Très 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 bon. J'allais dire une galette de pommes de terre ? Non. What ? Oh. Tiens. Non, et vous m'avez pas laissé finir. Hashtag pomme de terre gate. Non, et là tu découpes des petites lamelles de saumon, donc je répète. Waouh. Oui, c'est très très bon. Un peu de quinoa, un peu de lentilles, ça se marie bien ensemble, Ça, c'est c'est des vrai. goûts qui marchent bien. Betterave, ça marche bien avec la feta. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, une échalote, en petit, enfin voilà, une échalote, bien tailladée, tout ça. Hop, tu mélanges, et là, hop, tu mets tes petites lamelles de saumon. Putain, avec ça les copains. C'est une très bonne salade. Alors après il y a la troisième mi-temps aux toilettes, mais au niveau des fibres on est bien. Non, mais pas du tout. Mais ça doit être passe très bon. Mais ça doit être tout très très seul. bon. Non mais je dis ça parce que Et c'est très dédicace aux bon. copains. C'est healthy. ça Il doit n'y a être pas très de bon. pommes de terre. Ça c'est vrai. Il n'y a pas de fromage. Je suis déception. quand même. Désolé Joe, il n'y a pas de fromage. Il y a pas de. Enfin si, il y a un peu de feta, pardon, je suis bête. Un petit peu. Je dis n'importe quoi, mais c'est la feta, c'est bon. En tout cas, à visualiser, je trouve que ça a l'air extrêmement bon. Je vais me laisser tenter. C'est rouge et vert avec un peu de feta, c'est très bon. Si vous êtes fan de Boston ou de Portland, c'est votre plat. Mon Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Petit sashimi, riz vinaigré et quelques petits nems crevettes. Parce que... Très Japonais quoi. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. En gros, TG. En gros, Deliveroo. Exactement. Non, en plus, moi, j'ai pas du tout d'inspi, donc parlez-moi plutôt Shirashi. Moi, par contre, au niveau des japonais. D'accord. Je sais que certains. Non, mais attends. Je sais que les gens sont peut-être un peu plus sur les Californiens, mais je suis plutôt team Shirashi. D'accord. Voilà. Après, il y en a qui sont team sushi, mais le Shirashi, il faut qu'il soit bien préparé et surtout, évidemment, sauce sucrée, hein, pas sauce salée. Ah, moi je mets pas de soja, moi. Je mets que du wasabi. Mais chacun son délire. Salé, sucré et wasabi. Ça serait plus salé aussi, moi. Mais vraiment, je suis pas très. En fait, les sauces soja, je trouve que Plus de sauce sucrée. ça bouffe le goût. Très bien. Et bien sûr, cette magnifique séquence sur la bouffe, c'est toujours un classique, on le voit bien. On va pouvoir évidemment passer à la suite. Dites-nous, vous, ce que vous mangez pour bien démarrer cette semaine. Je rappelle maintenant la grande question, car c'est l'enquête Trash Talk du jour. Et si Team USA
avait remporté les Jeux Olympiques de 1988. Juste avant de mettre le contexte, on rappelle d'abord contexte, ensuite une petite séquence sur laquelle on va se poser des questions. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé, tout ça. La boîte à SF qui est juste ici, et ensuite Alex. Le what if, l'échelle de what if, c'est-à-dire à quel niveau on cote ce what if, quelle est son influence sur la suite des choses, est-ce que ça a beaucoup changé l'histoire ou pas, est-ce que ça a changé l'histoire de plusieurs équipes, plusieurs joueurs d'un sport. Exactement. Voilà. Nous sommes en 1988. On peut même partir en 86 si tu en as envie. On pourra faire une petite digression en 86. Peut-être on va commencer. Non, on va commencer où est la question si ça te va. En tout cas, on est à Séoul, donc tout à fait. Corée du Sud, pour ceux qui ne situeraient pas Séoul. JO de 88. Point pour se repérer, Ben Johnson. Voilà. Pour ceux qui veulent, aller taper. Qui n'est pas un meneur. Petit concours sympathique à la longueur entre Carl Lewis et Mike Powell. C'est ça. Des bons souvenirs de sport en tout cas. Et il y a un tournoi de basket qui se joue. Bien sûr. Tournoi de basket olympique. On va pas se mentir, en basket international, les JO, c'est quand même un petit peu le must, un petit peu le Graal quand même. Je crois qu'il n'y a pas... Enfin, il faudrait questionner des joueurs, mais je pense qu'ils seraient d'accord ils seraient d'accord là-dessus. J'aime bien l'Euroleague, j'aime bien le championnat d'Europe ou le championnat du monde, mais je pense que les JO, quand même, ça a une autre saveur. Mais totalement. C'est les JO de basket, ça reste la discipline majeure. Jeux Olympiques sur lesquels, honnêtement, à part 2-3 petites boulettes, les États-Unis ont souvent été dominants quand même. Souvent. On va en reparler d'ailleurs. On a nos 2 groupes de 6 équipes. Tout à fait. Classique des JO, avec 4 équipes qui vont se qualifier par groupe pour aller en quart de finale. Dans le groupe B, on a nos amis les États-Unis. Bien sûr. Qui vont finir premier de leur groupe. On va pas non plus refaire tous les matchs, on s'en fout, mais ils font 5 victoires, je crois. Je crois que c'est 5 victoires. Il y a le Brésil, il y a l'Espagne, mais ça dégage. Premier, 5 victoires. Dans cette équipe américaine, pour faire le tour vite fait, on a du David Robinson quand même. Mais j'avais proposé de mettre l'effectif complet même, on se permettait. Tout à fait, tu disais David Robinson, quand même, qui est en formation de la Navy. Des joueurs, donc personne n'est encore en NBA. C'est tout l'idée de cette vidéo quand même pour celles et ceux qui n'auraient pas capté. C'est ça. David Robinson, il est encore dans les sous-marins à l'époque en gros. Exactement, nous sommes avec l'amiral dans la Navy puisque nous sommes sur des compétitions où on doit respecter quand même ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire avoir plutôt du basket amateur. Donc on va éviter d'avoir des pros. Donc les universitaires. Donc on a quand même une belle petite raquette avec J.R. Reed et Danny Manning. Danny Manning, J.R. Reed, David Robinson à l'intérieur. On a aussi Charles Smith qui est dans le coin. Nous avons Mitch Richmond qui est énorme et qui va débarquer ensuite en NBA avec R.C. Hawkins. Dan Mayerley. Évidemment, Dan Mayerley, Stacey Ogman, Bill Buckles. Stacey Ogman, c'est vrai qu'il était là, lui. Willie Anderson, exactement, et Jeff Grayer. On a une équipe qui, en termes de talent, est censée pouvoir dominer, mais on reste sur une équipe universitaire. Jeune, ces mecs ont entre 20 et 23 ans, C'est ça. Pas trop d'expérience professionnelle. Ouais. On n'a pas de freshman par rapport à ce que les gens connaissent aujourd'hui avec des joueurs de première année qui vont à la draft. Là, il faut vraiment avoir de l'expérience. C'est même bien vu à l'époque. Mais du coup, cette équipe, elle va bien se balader pendant sa phase de groupe. Bien sûr. Elle va faire les 5 victoires. Elle va être première de son groupe. Et donc après, ça croise et tout. Pendant ce temps-là, on va y revenir. Pendant ce temps-là, dans l'autre groupe, on a 2 très très grosses places fortes du basket international de l'époque, et même encore un peu aujourd'hui, même si certains noms ont un petit peu changé, on y vient tout de suite, voilà, qui se tirent la bourre pour la première place, qui vont faire toutes les deux 4 victoires, 1 défaite. D'un côté, la Yougoslavie, à l'époque on disait encore la Yougoslavie, donc intérêt au niveau basketballistique, c'est que Drazen Petrovic peut jouer avec Toni Kukoc et Vlade Divac, donc tout de suite forcément ça pique. Bien sûr. Ça pique de ouf, même je les cite pas tous, mais il y a Dino Radja, Vrankovic qui a un intérieur besogneux là que j'aimais bien moi à l'époque. Il y a celui qui est devenu coach là, mince. Sacha non, Sacha c'est un peu Obradovic. Oui. Zeljko Obradovic. Donc c'est une équipe hyper forte de Yougoslavie. Et à côté d'elle, il y a une équipe hyper forte d'Union soviétique, du RSS, les fameux maillots CCCCP. Là, CCCP, Tu sais que j'avais une veste de jog. Mais tu sais que c'était juste la classe. Et tu sais que c'est redevenu hype. C'est con, je peux plus la mettre. Malheureusement. Ou alors tu défends des valeurs. En 88, mais là je te cache pas que c'était un peu tendu. C'était un peu tendu, mais c'est vrai que ces fameux maillots, ils sont assez légendaires. Mythique. Parce que tout à fait. Nous on a dit URSS, il y a les fameux USSR du côté des US. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte à ne pas oublier, c'est qu'on parle évidemment de blocs, on parle souvent de basket,
1988, il y en a peut-être beaucoup qui sont nés un peu plus tard, mais à l'époque, mon cher Alex, on a encore un mur du côté de Berlin, on a encore une guerre froide. T'as les JO en Corée, quoi. Donc. Et on a les JO en Corée, donc on est aussi sur un contexte géopolitique qui est hyper dense, parce que on a la mainmise américaine, on avait déjà eu des affaires 14 ans plus tôt, si je dis pas de bêtises, du côté de Munich, avec les JO de 74. Tout à fait. Attends, On avait déjà eu des galères entre les États-Unis notamment et le bloc soviétique. Il faut comprendre que ça va au-delà du basket. C'est-à-dire que certes, les performances sont bien, mais c'est vraiment, ce sont des batailles entre des blocs complets. Ces matchs ont des symboliques énormes. Quand on arrive au JO de 88, les États-Unis viennent de gagner 3 fois de suite la médaille d'or, 76, 80 et 84. En 72, c'était quand même l'URSS 72, qui avait pardon. gagné. J'ai dit 74, c'était 72 l'URSS qui avait Tout à gagné. fait. Et avant 72, c'était que les États-Unis qui avaient gagné le tournoi de Jeux Olympiques. Bien sûr. De basketball, bien sûr. Donc là, ils sont très chauds et ils sont d'autant plus chauds qu'un peu à l'image de leurs copains des Balkans, bah, eux aussi, quoi. Il y a toute la Lituanie. Donc là, tu as une petite équipe de l'URSS. Donc il y a Volkov, qui est quand même un joueur intérieur bien sérieux et tout, mais autour de lui, ça parle lituanien, vous m'avez compris. Arvydas Sabonis, Sarunas Marčiulionis et Kurtinaitis. Kurtinaitis, ouais. Moins connu, mais dont je cite le nom parce qu'il va avoir son importance par la suite. Et puis je suis allé me retaper un match ou deux, genre il rigolait pas du tout. Non, bien sûr. Kurtinaitis, un arrière ailier, je dirais. Ouais. Comme Sarunas un peu, quoi, le même genre de poste. Ouais, bien sûr. On oublie souvent ces garçons parce que ce sont des noms dont on parle pas. On s'est ramené sur la pointe des pieds avec Arvydas Sabonis sur cette chaîne parce qu'on parlait souvent de NBA et la carrière de Sabonis en NBA est trop courte pour qu'on en parle en détail. Mais pourtant, à chaque fois qu'on a ouvert le paragraphe Sabonis, comment vous dire ? Quand vous croisez la route d'Arvydas Sabonis en 1988, C'est relou. c'est le représentant même du cauchemar pour les États-Unis. C'est-à-dire 2,20 m, il broie des troncs avec ses mains, il a une moustache et un mulet. Si vous êtes fan de moustache mulet, ouais. Moustache mulet, faites-vous plaisir. total. Il y a des vidéos sur YouTube. 2,20 m pour les bons 120 kg, court comme une gazelle, technique extraordinaire. Il s'est shooté. On est sur un freak total. C'est-à-dire que j'ai même pas envie de faire de comparo, mais pic Sabonis, vous êtes dans la discussion avec les pics Olajuwon ou pic Embiid ou tous ces pivots qui sont, il est là, bien sûr qu'il qui est sont là. juste trop dominants. Et malheureusement, pour les États-Unis, tu croises la route de ces garçons-là. Juste Volkov, on n'en parle pas souvent, un des, si ce n'est, je crois, le premier joueur à avoir vraiment joué en NBA international. Voilà, c'est ça. Oui, ça se passe bien pour toutes ces équipes-là en quart de finale. Et en demi-finale, d'un côté, on a un Yougoslavie-Australie qui va se terminer en massacre de plus de 20 points avec des Yougoslaves qui vont passer, tranquillou bilou. Et de l'autre côté, on a le États-Unis-URSS. C'est ça. Le fameux. Je rappelle juste avant, titré ça sort de ce magnifique bouquin pour ceux qui ne l'ont toujours pas pris. Juste avant, je crois, un de ces matchs, il y a Bill Walton qui est encore en train de. Enfin, il est en fin de carrière, là, il a déjà pris sa retraite. Il est en fin de normalement. carrière en 88. Ouais. Je cite Arvydas Sabonis, c'est un Larry Bird de 2,21 m. Voilà. C'est vrai qu'il avait le goût pour les bons mots, notre ami Tout à fait. Bill Walton. Je t'en prie. Demi-finale de JO. La Lituanie, appelée l'URSS, va l'emporter 82-76 ou un truc comme ça, avec un très gros match du fameux Kurtinaitis et un très gros match de Marčiulionis qui vont à tous les deux, parce qu'on là on parle beaucoup de Sabonis, mais du coup moi je me suis tapé le match là, parce qu'il est dispo sur YouTube, qualité moyenne, moi je me le suis tapé avec des commentaires espagnols. C'est pas de la Blu-ray comme Ça on dit. va, commentaires espagnols, Bien. qualité d'image un peu moyenne et tout, mais je me le suis tapé quand même parce que voilà, parce c'est parce l'histoire. qu'on aime bien faire les choses, C'est l'histoire. on aime bien faire les choses bien. Bien sûr. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu du basketball international des années 80. Moi qui en ai tant regardé dans mon enfance. La paire d'arrière ailier, la Kurtinaitis-Marčiulionis, Marčiulionis, ouais. c'est là qu'ils gagnent le match. Bien l'URSS. sûr. Parce que Sabonis fait un très gros match, il domine pas mal au rebond et tout, mais David Robinson en face, Non, bien sûr. c'est déjà. Ok, il est pas encore en NBA, bah putain, faut déjà se le fader, le garçon. Hein. Non, bien il sûr. Est, il est là. Robinson, il fait grave son match. C'est un phénomène. On parle souvent de Sabonis parce qu'il y a notamment une action légendaire. Ah, quand il dunk là, bah oui. Il y a un putback de Sabonis sur David Robinson qui, malgré tous les box scores, malgré toutes les performances qu'il y a, et en effet, Kurtinaitis Non, mais ça marque les esprits. et Marčiulionis sont les C'est joueurs dominants. symbolique surtout. Mais quand on voit la symbolique du... Enfin, je vais pas utiliser d'autres termes. C'est le marteau
stalinien qui s'abat sur les Reagan. États-Unis. C'est vraiment Non, ça. mais on est C'est-à-dire qu'à d'accord. l'époque, on est vraiment genre Gorbatchev, Reagan, En termes qu'est-ce de qu'on choisit symbolique, En termes de symbolique, c'est ce qu'il y a c'est au-dessus de évidemment. tout. Mais en termes de basketball, du Ah bah, coup, bien pour mettre sûr. fait le match là, juste avant de tourner cette vidéo, en gros, hein, ça c'est clair que voilà, Il était pas en j'ai direct, été assez Alex. impressionné par la misère que des mecs comme Marciulonis et Courtinaitis ont mis à des mettre à Danny Manning et Mayer, des- Mitch bien sûr. Richmond, machin et tout. Ils leur ont mis la misère. Bien sûr. Et ils les ont mis à l'amende, mais genre ça arriverait aujourd'hui. Un truc comme Ah ça. non, mais c'est- Des mecs européens qui en duo comme ça foutent une misère à des stars américaines. Bon, c'est pas encore des stars à l'époque, mais tu vois, des gros joueurs américains, je peux dire qu'on en parlerait de ouf, parce qu'ils leur mettent vraiment la misère. Non, bien sûr. Bref, la Russie, l'URSS gagne. Oui. Bam, coup de tonnerre. Bien sûr. Du coup, les États-Unis se retrouvent à regarder une finale Yougoslavie-URSS à la téloche après avoir joué le match de la 3e place contre l'Australie qui vont gagner de 30 points vénère et tout. Ouais, il gagne 78-49 contre l'Australie et c'est notamment en effet cette finale qui est hyper mal prise par le staff américain parce que quand tu es en 88, il faut rappeler tout le contexte. Donc 88, Bastien, t'en as parlé un peu du contexte. Il y a un petit contexte de guerre un peu froide là, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un contexte géopolitique qui est particulier. Je rappelle évidemment que un an auparavant, à Indianapolis, il y a un garçon qui s'appelle Oscar Schmidt qui est arrivé en tant que Brésilien et qui a mis la sauce aux Américains. Premier warning. C'est vrai. C'est-à-dire, on va défier les États-Unis avec un Oscar Schmidt qui est absolument dingue, inarrêtable. Je sais plus, il met 46 points en finale pour remporter la médaille d'or à Indianapolis. Et notamment sur ce tournoi olympique qui est pas tout mal. Oscar Schmidt, on en parle pareil dans les légendes du jeu. On rappelle qu'en 88, il y a quand même deux des meilleurs joueurs de l'histoire de la FIBA. Hein. Il y a Arvidas Sabonis, il y a Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, le Brésil va pas aller très loin. Il y a quand même le record de scoring de l'histoire des Jeux Olympiques. Oscar Schmidt, il est à 42,3 points de moyenne sur les Jeux Olympiques. Donc si je remets aussi le contexte, c'est parce que juste avant, on a déjà les États-Unis qui sont chamboulés par les Brésiliens. C'était à Indianapolis. Bon, Là, après, ils sont c'était pas une fumés grosse en compétition. demi-finale par les Russes. Tu te fais fumer, et quand tu te fais fumer, bah en gros, c'est comme si nous, on voyait, je sais pas, Italie-Espagne, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'on voit, les Américains URSS, voient, c'est moche pour eux. tu vois quand même Yougoslavie-URSS, c'est littéralement des majeurs qui te sont envoyés de Moscou en mode, bon bah mec, en fait, ça y est, on prend le dessus. Et au basketball, Pour l'anecdote, Ah ouais. Sabonis et sa bande vont être champions olympiques, tout à fait. devant Drazen et Divac. C'est d'ailleurs un corner assez marquant dans ce bloc. C'est pour ça que j'en parle. Vas-y, parce je que t'en c'est prie. quand même vachement important. Parce que c'était une sacrée rivalité aussi, ça. Bien sûr. Les joueurs des Balkans contre les joueurs baltes de l'URSS, tu sais que ça se jouait pas. Ça se jouait pas en rigolant du tout. Hein. Bah, Le l'ambiance. duel Divac-Sabonis dans la raquette, les duels Marciulonis-Petrovic, sûr. machin et tout. Attention, ça rigolait pas du tout. L'ambiance était assez hostile, ouais. Et on avait notamment, sur les années à venir, pour ceux qui l'ont vu, Yougoslavie, dont on a souvent parlé, fin des années 80, parce qu'en 1990, ils sont champions du monde, si je dis pas de bêtises, les Yougoslaves, dans une équipe où il y a Petrovic et encore Divac ensemble, avec ce fameux jet de drapeau de Divac à la fin du match, je crois que c'est en Argentine, la Coupe du Monde, où justement ça va créer une vraie dispute entre... Once Brothers. Exactement, une vraie dispute entre Petrovic et Divac. Et du côté, j'ai envie de dire lituanien, Sabonis et Marciulonis, en 88, ils ont, eux, le maillot rouge, CCCCCCCP, mais quand tu arrives en 92, tu es enfin avec la Lituanie, Ouais. suite à l'explosion du Joue bloc. en jaune et vert. Donc non, c'est des trucs hyper importants. Cela étant dit, les Américains repartent de Séoul vexés. J'allais dire humiliés, mais faut peut-être pas non plus exagérer, mais on doit pas en être bien loin quand même, mais bien vexés, quoi. Ah oui, oui. Ils se sont fait fumer, et à la loyale, sur le terrain, par une équipe plus forte que la Bien leur. sûr. Donc là, C'est là, bien sûr. t'as deux solutions, quoi. Soit t'envoies Steven Seagal, soit t'envoies la Dream Team, quoi. C'est ça. On en est là. En gros. hein. Tout à fait. Je- C'est au moment où la compétition s'arrête, comme tu le disais là, il faut bien comprendre que c'est la première fois que les États-Unis ne sont pas en finale. C'est-à-dire que même quand tu perds en 72, C'est vrai. à la limite tu es finaliste. Mais là, Ouais, tu regardes, perds en demi, là. tu regardes Tu la- joues le bronze, là. tu regardes la finale à la télé, tu joues le bronze contre l'Australie. Je veux dire, j'adore, mais Ben Simmons, c'est même pas encore un projet en 88. Donc, en effet, tu es complètement secoué, mais on est encore dans un cadre où
on ne va quand même pas faire jouer des pros américains NBA contre des pros du monde entier. C'est là où l'histoire se met en route aussi. C'est-à-dire qu'en 86, tiens, on va le mettre là, le 86. Bien sûr. Il y a un monsieur qui s'appelle Boris Stankovic. Bien sûr. On ne connaît pas beaucoup son nom. On en parle beaucoup dans cet excellent bouquin. Tu l'as ramené, t'as très bien fait de le ramener. Je l'ai ramené pour ceux qui l'ont pas. Bouquin. Dream Team qui est sorti chez Talent Sport il y a quelques années. Jack McCallum, c'est un des meilleurs conteurs du basket américain. Et un des meilleurs bouquins qui existent de tous les bouquins de basket. C'est un must-have. Complètement. Vas-y, Boris. Et Boris Stankovic qui est le secrétaire général, ou enfin un poste comme ça hyper important de la FIBA pendant genre 25 ans, de 76 à 2002, enfin au début des années 2000. Il est décédé là il y a pas très longtemps, en 2020, juste après David Stern. D'ailleurs, ils se sont bien connus pourtant les deux. L'inspecteur des viandes. Exactement, le boucher. Bien sûr. Mais c'est ça, qui est avec son équipe, avec son front office, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui est à l'origine dès la fin des années 70 et le début des années 80 du push, genre il faut qu'on fasse jouer les joueurs professionnels dans le tournoi de basket, parce que nous, la FIBA, c'est notre intérêt pour faire grandir notre sport, notamment il nous faut les joueurs professionnels américains. Il rencontre en David Stern un gars qui, on a déjà parlé de David Stern un paquet de fois, qui dit ah oui, je pense que ce serait une très très bonne idée pour le rayonnement de la NBA et tout. Il faut savoir que à cette époque-là, dans le USA Basketball, c'est-à-dire le comité de basketball national américain, il n'y a pas de représentant de la NBA, comme c'est que le sport amateur. Bien sûr. Donc en 86, Boris Stankovic, il arrive avec sa mention, sa résolution à faire voter pour faire voter aux membres votant de la FIBA le fait qu'il va y avoir des joueurs professionnels qui vont pouvoir venir au tournoi olympique. Mention résolution rejetée. C'est pour ça qu'on se retrouve en 88. Avec avec des Mitch Richmond, des David Robinson et des garçons pas encore prêts, quoi, des ados, post-ados, quoi, pas encore des pros, quoi. Tout à fait. Voilà, pas des bonhommes qui jouent en NBA. Mais c'est aussi mal vu pour plusieurs joueurs de NBA qui se disent attendez, ok, nous on peut regarder ça de l'extérieur, mais ce qu'on comprend pas, c'est que nous on nous dit notre pays on peut que emmener des universitaires, mais en face les mecs des autres pays ça joue dans des ligues pro. Donc il y a une injustice là-dessus, parce qu'il faut qu'on puisse avoir des pros contre des pros, sauf que le flip c'est que les États-Unis soient beaucoup trop forts. Ça, c'est le discours de Bill Wall, qui est le boss de USA Basketball en 89. Quand Boris Stankovic, après les JO, voit l'ouverture, il se dit allez, je reviens avec ma résolution. Il y a Bill Wall qui dit non, mais quel est l'intérêt de défoncer tout le monde? Sauf que là, il y a eu une prise de conscience, il y a eu aussi du lobby côté NBA, côté David Stern, bien comme il faut, bien fort auprès d'autres pays, plus Boris Stankovic qui est quand même un grand monsieur, mais vu le temps qu'il est resté à la tête de la FIBA, il devait savoir faire de la politique, parce qu'on sait très bien que dans ces postes-là, sinon tu traînes pas longtemps. Et là, ça passe en 89, malgré le fait que les mecs du USA Basketball vont voter contre. Mais ça passe quand même, donc c'est quand même marrant parce que les mecs du USA Basketball ils votent contre, le truc passe et derrière se met en route tout un process dirigé par le comité Team USA. Il y a eu Rod Thorne notamment qui est venu là-dedans et tout, où là plusieurs mecs autour de Rod Thorne se mettent en mode mission, en mode genre on va réunir la putain de meilleure équipe jamais vue. Bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs cette question elle est posée, c'est parce qu'on aurait pu aussi la détourner en mode et si la Dream Team n'avait jamais existé, on avait même parlé nous en off de savoir ce que ça pouvait donner, peut-être qu'on aura l'occasion de faire cette vidéo. C'est un peu la même question. C'est un petit peu la même question, tout à fait, mais ce qu'on s'occupe de faire là justement en détail, c'est essayer de raconter la genèse de cette équipe extraordinaire. Comme tu le disais, puisqu'on fait le contexte global, tu l'as dit, David Stern est arrivé en 84, on est sur une mise en vente à fond de la NBA pour l'internationaliser, qu'on a dans le viseur ces Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone avec un gros dispositif numérique et télévisé qui doit avoir lieu. On ne peut pas louper ce rendez-vous. Il va y avoir ensuite les Jeux de 96 à Atlanta, mais là, on est dans le prime d'une star. En 88, on se dit, tiens, on sort de Jordan 88, dont on a déjà parlé plusieurs fois en termes de prime, où c'était quand même assez dingue. Où on a aussi une transition, Larry Bird, Magic Johnson, on se demande quel va être le prochain qui va prendre la suite, et donc il faut faire une grande fête
autour des plus grandes légendes. Faut qu'il y ait les meilleurs représentants de l'histoire de la NBA en fait. Exactement. Donc là, il y a le process qui se met en route. Parce qu'ils sont vexés, parce que la résolution est passée, Ah, ça parce retrousse que les manches Boris très fort. Stankovic, David Stern et tout, ils ont fait le boulot. Le process se met en route. À partir de... Ils ont appelé Isaiah Thomas, non, premier non, je crois pas, non. Bon. À partir de la fin de l'année, fin d'année 91, il y a le groupe Team USA qui commence à se former. Donc Magic, il dit oui tout de suite, même avec toutes les histoires qu'on connaît, hein, avec sa conférence de presse, il annonce sa retraite parce qu'il est séropositif et tout. Il convainc Larry Bird, Chuck Daly, on le met coach de tout ça, il dit moi je veux Chris Mullin, obligé, je veux Pat Ewing, c'est obligatoire. Et puis Karl Malone et Andrew Robinson, vous Il venez y a là. moyen de convaincre Michael Jordan ou pas, ou comment Magic tu l'appelles? Bon, Drexler, tu feras les cafés. Pierre Drexler, tu vas avec Leitner. Ouais. Vous allez bien vous entendre. Oh la vache. Drexler, tu feras les photocopies. Oh la vache. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et puis Stockton pour l'ambiance de groupe, quoi. Exactement. Pour servir les shots. Exactement. Et donc, du coup, après, là, on est pas mal sur le contexte. Bien sûr. On sait ce qui s'est passé après. Ce qui se passe après, c'est que ça débarque à Barcelone. Bon, bah, c'est un massacre complet. Bien sûr. Sportivement. Et par contre, médiatiquement, c'est une opération magnifiquement réussie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on aurait souvent tendance à réduire ça aux joueurs, genre à Magic Johnson, Michael Jordan, incroyable, la star. Mais il faut bien comprendre qu'en sous-main, il y a bien évidemment David Stern et il y a aussi ce fameux Borislav Stankovic. Ce sont deux personnes qui ont changé la face du basket dans le monde. En fait. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'un sport a été totalement révolutionné par la pugnacité et la détermination de deux visionnaires. Exactement. Oui, visionnaire, c'est le bon mot. C'est des visionnaires parce qu'en fait... Ils avaient compris en fait qu'il fallait donner cet élan vraiment. voilà, c'est bien ça, sûr. exactement, cette vitrine. Exactement. C'est-à-dire que tu parles d'une explosion en effet au niveau sportif parce que la domination, on la connaît tous en 92. Mais ce qui, moi par exemple, tu vois, m'avait marqué parce que malheureusement, j'avais que 2 piges, donc j'ai pas pu regarder les JO en me disant genre, je me souviens bien des JO de Barcelone. C'est que les témoignages rappellent que pour ceux qui voient maintenant du basket, imaginez des Olympiades où l'attraction numéro 1 de toutes les Olympiades, c'est une équipe de basket. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'athlétisme, on ne parle pas du Usain Bolt, on ne parle pas de nageurs, on ne parle pas de ce qu'on a vu par la suite, nous, avec différentes disciplines où il y a un personnage phare. Là, les personnages phares, c'est 12 basketteurs dans une équipe américaine qui est tellement les équivalents de rockstar qu'en fait, le moindre déplacement, c'est vu comme si c'était les Beatles. Il y a tout, il y a les victoires, il y a les frasques, il y a la classe, il y a les binous Il y a Charles Barkley de contre Mullin et Angola. Larry Bird, il y a Charles Barkley qui dit de la grosse merde en conférence de presse. Pendant ce temps-là, il domine aussi de ouf sur le Bien terrain. sûr. Enfin, bref, non, c'est extraordinaire. Ce qu'on a vécu en 92, c'est extraordinaire pour le basket en général. Ouais. Et c'est vrai que c'est le fruit, c'est pour ça que la question, elle me plaît bien, moi. Mais c'est clairement le fruit de tout un travail de Boris Stankovic. Mhm. Mais aussi, je pense que quand même, la défaite de 88, il y a gros éléments déclencheurs. Il y a gros éléments déclencheurs. Je suis bien d'accord, mais je pense que tout ça va nous mener à plein de petites questions. Ouais, je pense qu'il va falloir se Eh poser bien, des écoute, questions. tu vas pouvoir mettre la mimine parce que tout de suite, ça va l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF. La boîte à questions. Dans cette magnifique boîte à SF que vous pouvez voir juste ici, Toute bien éclairée. Magnifique, exactement, on va pouvoir se poser plein de questions. Dans cette section, c'est simple, on en a une d'enquête et on est maintenant, nous, dans le futur, donc on a l'occasion de faire des allers-retours entre le futur et le passé, se poser des questions et tenter d'y répondre. Alex, the floor is yours, vous pouvez aussi vous poser des questions. Qu'est-ce que tu as noté en premier ? La question la plus évidente, quoi. Ça aurait quelle gueule le basketball, en fait serait quoi comme genre de sport, en fait? Alors, Franchement, comme genre de sport, le nombre de vocations Bien de sûr. joueurs immenses qui sont nés en 92 ou des suites de 92, tu peux même pas les compter tellement il y en a. je suis d'accord. C'est-à-dire que le sport en lui-même, on aurait peut-être pu compter sur un autre type de chemin. Est-ce que les JO du coup d'Atlanta auraient été une explosion ? Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est un tel alignement des planètes entre la télévision, le boom. Et les mecs que t'as pu réunir, Et les mecs que t'as pu 196, réunir. t'aurais pas eu Magic et Bird. Évidemment. Ou alors dans un état, mon frère. Ouais, voilà, c'est ça. Genre sur le banc, là, pour le coup. Assis. Larry. Tu vois, genre, Larry. non, c'est Tu viens tout de compliqué. suite. Non, c'est sûr. Tu vois, donc là, il y a aussi ça, quoi. Tu parles des vocations, c'est évidemment ça qui moi, me marque. Dirk Nowitzki. C'est que Dirk, il porte le Tony. 41 parce que c'était le 14 de Barclay. Tony porte le 9 parce que notamment, c'est pas la seule raison. Gasol, il en parle à la
avec la larme à l'œil. Évidemment. Genre, voilà, quoi. Tony porte le 9 parce que c'est le 9 de Jordan que vous avez juste ici. On voit pas le numéro, mais il porte bien le numéro 9. Hein. Il a porté que le 23, le 45, le 12 et le 9, Jordan, dans sa carrière. Mais c'est vrai qu'il y a plein de garçons qui, certainement à l'époque, et on leur demandera peut-être un jour, se retrouvaient dans leur pays, qu'ils avaient peut-être le choix entre le foot, le tennis, etc. Et quand tu vois ça, et que t'es un ado, t'as tellement d'étoiles dans les yeux que tu te mets au basket. Quelle meilleure pub. C'est un des plus grands coups de pub qui existent. Et on dans peut le le sport. dire, 30 ans plus tard, parce qu'on est presque 30 ans plus tard, au moment où on fait cette vidéo, ça a payé de ouf, ça a marché de ouf. C'est-à-dire que le basket s'est développé à vitesse grand V pendant les années 90 suite à ces JO. Et ensuite, il y a eu peut-être un petit coup de mou, allez, vite fait, au début des années 2000, mais après, ça a bien repris parce qu'en fait, il y a tout un tas de conséquences. C'est-à-dire que ça a aussi créé un truc. Donc, il y a le développement du basket, les vocations que ça crée. Ensuite, il y a le côté genre, Team USA était l'équipe à battre. Elle a été battue en 88, elle est revenue en 92, elle a écrabouillé la compétition avec les professionnels. Et depuis, c'est devenu ensuite le truc genre, il faut battre la team américaine de professionnels venus de NBA. Bien sûr. C'est réarrivé en 2004, dans les circonstances qu'on connaît, salut Kevin Garnett, salut tout ça. On parle bien de Jeux Olympiques. Hein. Ouais, de JO, ouais. Je parle que de JO, les compétitions championnats du monde. Parce que sinon, Andrew Albissi... ouais, exactement, Vavan. Franck. Non, mais voilà. Mais, donc, il s'est passé aussi un truc, c'est qu'il y a eu un côté essor et il y a eu un côté augmentation du niveau à cause des vocations qui sont créées, c'est-à-dire que tu avais déjà des désirs et des envies d'internationalisation de la NBA qui, quoi qu'on en dise, reste quand même le championnat avec le niveau le plus élevé. Après, bon, s'il y en a qui veulent discuter de ça, bon, voilà. Arrêtez. Voilà. Qui a accueilli de plus en plus de joueurs européens, sud-américains, africains, tout ce que tu veux. Asiatiques aussi d'ailleurs, australiens et compagnie, aussi Océanie. Aussi parce qu'ils ont eu... C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir une ligue attrayante. Il faut aussi que les mecs en aient envie dans leur pays. Et je pense que la Dream Team, clairement, elle a beaucoup contribué à ça, à vouloir s'identifier aux stars américaines et à se dire... Pour certains, genre, tu vois, je pense que si on avait un Pau Gasol assis là, on pourrait lui demander, je pense que ça a été une fierté pour lui, en 2008 et en 2012, de pouvoir jouer les Américains, évidemment, et de les regarder droit dans les yeux, la fameuse grosse équipe américaine, parce que, justement, lui, il a connu 92 et ainsi de suite, quoi. Bien sûr. Je suis évidemment totalement d'accord. Je me pose plein de questions, forcément, parce qu'au-delà de cette section, c'est une équipe tellement légendaire que même le wording a été créé. Dream Team, c'est... Et je dis pas qu'avant, dans l'histoire de l'humanité, personne n'avait posé ce nom. Il y a une équipe de braqueurs qui s'est appelée la Dream Team après. Tout à fait. Pas, c'est vrai. Mais bien sûr. Mais c'est de là que ça vient. Et c'est aujourd'hui un nom qui est utilisé dans tellement dans tellement d'autres disciplines, en fait. Tu te dis, c'est devenu quelque chose que j'entends dans des gens qui sont passionnés par d'autres disciplines. On va nous dire que c'est la Dream Team du rugby ou la Dream Team du handball. C'est devenu une référence. C'est devenu une référence. Donc, évidemment, moi, la question, c'est plus... J'ai le sentiment que la NBA aurait continué à grandir grâce à son niveau et grâce à ses joueurs. C'est-à-dire qu'on aurait eu très certainement moins vite, quand même. Tout à fait, mais on aurait eu une grande carrière de Jordan, on aurait eu une grande carrière de Pippen. Enfin, je veux dire, on était en 88, 92, on aurait eu tout ce qui s'est passé. Ce que je sais pas, c'est plutôt... sur la médiatisation, c'est-à-dire la consommation de la NBA, je me demande si on ne serait pas encore un peu à l'âge de pierre. Et ma question c'est, est-ce qu'en fait, il y aurait aujourd'hui 5 matchs de NBA qui sont diffusés par semaine à la téloche ? Bon, je pense pas. Est-ce qu'il y aurait des comptes Twitter français dans qui tous suivent les sens, chaque franchise, NBA, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait du trash talk ? Est-ce qu'il y aurait du... Tu vois, est-ce qu'il y aurait... No way. Je pense pas. Sur la médiatisation, je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on nous ait fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut demander de meilleur ? C'est qu'il y ait ça tous les 4 ans, mais sinon... Tous les 4 ans, ce serait bien. Tous les 4 ans, les vraiment meilleurs joueurs ricains qui viennent, ce serait bien. Ce serait la meilleure vitrine au monde. Ouais. Arrêtez les vacances. Donc non, clairement... Sur la médiatisation, moi j'avoue que ça gueule aurait le basket, je pense qu'elle serait tellement moins belle qu'aujourd'hui, la gueule du basket, mais vraiment, quoi. Vraiment. Tony et Boris font un autre sport ? Peut-être que dire qu'il reste à boire des binos peinards à Würzburg. Hein. Et Manu et Pizzaiolo ? Tennis, il aurait fait du tennis, tu vois, Dirk. Tu vois ? Ah, tout à fait. Tu vois ?
Et Manu, je te dis, Manu, il est Manu, il barista. a fait du foot. Manu, il est barman Ouais, voilà. à Bianca de Non, la mais Villa. c'est clair, Ouais, hein, bien franchement, c'est possible. Hein. Mais j'ai une autre question. Tiens, si du coup, s'ils avaient gagné et que donc ils avaient peut-être pas changé les règles, sûr. Mhm, et que donc, du coup, tu pouvais toujours pas envoyer tes pros en 92, mhm. d'accord? Est-ce que du coup, Shaquille O'Neal, il aurait été au JO de 92? Du coup, l'équipe de 92 est un petit peu différente. Hein? Parce que du coup, le Mais elle aurait pu franchise... être belle quand même. Hein. J'ai fait un petit check. Tu penses que Shaq, en franchise player de l'équipe américaine des JO de 92, c'est pas mal? À côté de Chris Webber, de Penny Hardaway, de potentiellement Alonzo Mourning, Yeah, Robert Horry, Bobby Latrell Hurley. Sprewell, Bobby Hurley, Jamal Mashburn, Jamal Isaiah Mashburn. Ryder, Vin Baker. Ah, ils sont tous jeunes, hein, mais il y a une équipe à faire. Hein. Il y a une équipe relou à faire. Est-ce que Shaq peut, du coup? Parce qu'il est quand même drafté. C'est comme Leitner. Bah non, il est de la draft de Leitner. Hein. Hein, 92. Non, c'est bon. Hein. Ils sont pas encore joueurs pro. Ouais, ils sont vraiment à la bordure, quoi. Ouais. Et puis Cette après, il y a équipe- tous les mecs de la draft 93 quoi, que je t'ai cité là. Ah, tout à fait. Penny, Weber, tu sais que Penny et Weber déjà, ça, Ouais, mais bien sûr, ça joue. ça chatouille. Hein. Ça aurait été marrant comme équipe. Bien sûr. Est-ce Penny que et Shaq ensemble. est-ce qu'on hein, voit bien avant sûr. Orlando. Est-ce qu'on voit Sur, des JO, bien enfin, sûr. bref. Autre petite question. Est-ce qu'on voit évidemment c'est un running gag, hein, un running gag. Est-ce qu'on voit David Robinson différemment? C'est-à-dire. David Robinson à qui on a mis évidemment pas mal de gamelles, ce qui s'est passé avec Olajuwon, mais aussi, comme on avait parlé dans le top 100, du fait d'être en 88 celui qui est le patron d'une équipe américaine qui se fait marcher dessus. Ouais. Quand même. Est-ce que la carrière est vue différemment si puisque la question, si Team USA remporte les JO de 88? Je pense pas que ça défonce son image. Non, Je pense pas que c'est un truc incroyable. non, je pense pas non plus. Mais c'est vrai que ça joue. Mais il y aurait peut-être eu des choses un peu C'est vrai différentes au qu'il a niveau de perdu ce son. qu'on a encore. Ben voilà. Il a encore perdu. C'est vrai que comme ça ça. joue un peu, je pense. Est-ce qu'on a les mêmes relations entre Isaiah Thomas et les Bulls? Ça a clairement envenimé la situation, mais je pense que la situation, elle était déjà bien pourrie quand même. Hein. Tu crois pas? Parce que si la situation avait pas été pourrie à la base, il l'aurait pris, Isaiah Thomas. La relation n'est pas devenue pourrie parce qu'ils l'ont pas pris. La relation, elle était pourrie et ils l'ont pas pris. C'est devenu un gros gimmick, quoi. T'es d'accord? Bien sûr, mais c'est devenu un gros gimmick cette non-sélection d'Isaiah Thomas. Ah bah, c'est clair. C'est-à-dire, ce truc n'existerait pas puisqu'on est en train de se dire laisse Isaiah Thomas de côté, on prend Bobby Hurley. Voilà, c'est ça. On peut pas le prendre, il est pro, donc on prend Bobby Hurley Il et est pro, Penny donc on Hardaway. peut pas, tout à fait. Non, J'essaie juste de réfléchir à 88 parce qu'il y a des garçons qui se sont vraiment développés grâce à ça. Je me demande s'il y a eu la Yougoslavie, a le même palmarès de ce qu'on va voir en 88, 89, 90 et même 91, si je dis pas de bêtises, avec Petrovic et avec Divac. Est-ce que c'est la même si tu dois rencontrer à chaque fois des équipes un peu différentes parce que les États-Unis notamment ont assuré sur les JO de 88. C'est vrai, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer aussi, non mais ça joue sur beaucoup de choses. Le phénomène principal étant quand même le côté explosion du basket à l'international grâce à cette Dream Team. Après, on peut voir pas mal de cas particuliers. Moi, j'ai parlé de Shaq parce que là, je vois Christian Laettner, ça me fait rire, tu vois. Est-ce que Clyde Drexler aurait eu un peu moins le somme aussi? Parce que du coup, il n'y aurait pas eu de question de le sélectionner, vu qu'il était pro, tu vois. Donc comme ça, au moins, il n'aurait pas eu le Bien somme sûr. de se faire sélectionner dans les derniers. Tout à fait. Est-ce que Tony Kukoc passe des idées tranquilles au lieu de se faire prendre double team par Jordan et par Tu Pippen? crois que Tony Kukoc, il aurait passé des meilleurs JO 92? Tout à fait. Et même question business pure, puisqu'on parlait de l'image de David Robinson, quelle est l'image peut-être aussi de Jordan si en 92 on peut toujours jouer avec des amateurs et qu'on n'a pas cette plateforme qu'on a vue, on avait des murs de 15 mètres sur 4 de large, où on avait des pubs Nike, Jordan, Michael Jordan, Jordan, Michael Jordan, Team USA, Ah, bah c'est sûr. bannière il a étoilée, servi etc. d'étendard, il a servi d'étendard à la plus grande équipe du monde, donc forcément. Ça lui a fait un push international en termes médiatiques. Ah, bah et en même temps, en 92, Jordan, On va le chercher. Ah non, mais ça il est un petit peu incontournable quand même. Donc c'est un peu logique, tu vois, ils auraient fait tout ça, tout ce foin-là autour de Karl Malone, on aurait dit genre, pourquoi tu Laisse-le vois tranquille. Là, sur Jordan, il y a une vraie logique, quoi. T'es vraiment le meilleur joueur du moment sur la planète basket, quoi.
Genre de très 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 loin, quoi. Peut-être que même Barclay, on lui enlève cette ligne-là. Parce que tu sais, on lui ajoute souvent à Barclay. Tu sais, quand on en parle de Barclay, on dit C'est un souvent. des meilleurs joueurs de cette équipe, hein, sur C'est le même tournoi. le meilleur scoreur, Ouais, si je dis pas de meilleur scoreur, bêtises, et puis même du Team USA. pure compétition. Tout à fait, la Dream Team. Donc peut-être que souvent, on l'ajoute souvent cette ligne en disant, quand même, hein, au JO de 92, Charles Barkley, quand même. Tiens, on parlait de loser. Mais complètement Si d'accord. tu lui enlèves ça, Pat Ewing, Charles Barkley, Karl Karl Malone, John David Robinson. Stockton, David Robinson, Clyde Drexler, Chris Mullin. Ça se trouve, ils ont rien. Et ils sont contents de l'avoir cette ligne-là au palmarès. Hein. Alors, ce sont des joueurs extraordinaires, mais je veux dire, Jordan, Magic, Bird, ce sont Intouchable. des icônes du basket. Period. Dream Team ou pas. Mais bien sûr. C'est vrai que pour ces garçons-là, on mentionne souvent, ils font partie de la Dream Team. Mais oui, mais bien sûr. Pat Ewing, c'est le pivot titulaire de la Dream Team. Tu vois, Charles Barkley, c'est le meilleur joueur de la Dream Team. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Ça se trouve, ces mecs-là, en fait, ce sont double juste... Hall of Famer, du coup. C'est ça. Parce que ça compte aussi, ça. Alors Les mecs qu'aujourd'hui, sont double Hall of tout à fait, alors qu'aujourd'hui, quand on va sur Twitter, Karl Anthony Towns ou Patrick Ewing, c'est à voir. C'est vraie story. Sérieux? Oui, bien sûr. Je t'en sortir un truc. Mais qui dit ça? Kevin Ok. 728. Ok, d'accord. Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont bien profité quand même de cette image de Dream Bah, ils Team. étaient dans le groupe, Ouais. ça s'est bien passé, ils ont tout écrasé, ils ont dégagé une image incroyable pour toute la planète sport. D'un coup comme ça, je veux dire, tout le monde parle de cette équipe avec des étoiles dans les yeux. Tout le monde parle de cette équipe avec des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Quand est-ce qu'arrivent les droits Il a l'air sympa ce livre. Tout à fait. Non, je me demandais si les droits... Je crois que les droits Canal débarquent en 88. Ouais, dans les années 80, ouais. Ouais. Non, je me demande comment ça se passe après dans les années 90 en termes de diffusion pour tout ce qu'on a vu après par la suite avec Georges Eddy sur Canal, Ouais. tu vois. Ah, mais c'est sûr, ça fait de l'essor à la télé. Donc, non, clairement, pas mal de questions, beaucoup de réponses. Mais Exactement. une évidence, c'est que le destin international du basket a été changé À de tout manière jamais. drastique et pour toujours. Quoi. À tout jamais. Ouais. Nous sommes d'accord. Bien évidemment, je ne vais pas avoir le temps de retrouver mon anecdote. Non, c'est pas grave. Elle est en 2012, je suis sûr. Et 2012. Canal Plus diffusait la NBA en France depuis 28 ans. 28 ans, 2012, En 2012. 84. 84. Bien ouais. Et après, c'était Bean. Sur ces magnifiques questions, je crois qu'on va devoir passer à une grosse échelle. Allez, on va noter tout ça. C'est l'heure de l'échelle du What If. L'échelle du What If 5 étoiles. Une étoile. Bon, bah, c'est que voilà, vous pensez que On aurait pu le le fait passer que sans. les Américains aient perdu les JO en demi-finale en 88 n'a pas eu d'incidence réelle ou pas grand-chose en tout cas sur la suite des événements basketballistiques. 5 sur 5, il y a un avant et un après. Voilà, c'est ça, exactement. Alex, je t'en prie ta note. On va poser un petit 4,5 quand même bien serein quand même. Quand même. 4,5. Ouais. On va poser un petit 4,5 quand même bien serein. Clairement, moi j'aimais déjà bien le basket à l'époque. Je jouais un peu avec les potes, tout ça. C'est quand même, j'aimais beaucoup plus le basket tout de suite après l'été 92. Tu vois, déjà rien qu'à cette échelle-là. Nous, on a parlé que des vocations, des pros, des tout, mais les gamins, tous les gamins, toutes les vocations de gamins que ça a lancé. Mais bien sûr. Dans la foulée, dans les années 90, on s'est tapé tous les tournois Adidas Blacktop, Nike sûr. Outdoor, machin et tout. McDonald's. Je suis pas sûr qu'ils auraient eu autant de succès sans la Dream Team Non, 92. ouais. Hein. Franchement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le basket d'une manière générale ait pu aussi autant grandir en France comme il a grandi pendant les années 90 et 2000 et 2010 ensuite, si tu mets pas la Dream Team. Là je dis la France, mais je pense qu'en Espagne, en Italie, dans plein d'autres pays, tu vas constater la même chose. T'as le plus beau des sports qui est mis en avant par la plus grande de toutes les équipes de tous les temps, sur la plus grosse plateforme qui existe en sport, les JO. Bon. Si à un moment donné, je sais même pas pourquoi je mets 4,5. Je sais même pas pourquoi tu mets 4,5, honnêtement. Voilà, je vais mettre 5, Léon. J'aime bien faire ça. C'est un 5, Alex. Juste, Ouais, j'interromps c'est un direct 5. Léon, si tu C'est peux un mettre 5. C'est un 5 étoiles. Juste, déjà de base, cette phrase, moi, à elle seule, fait que je ne peux pas mettre autre chose que 5. On n'aurait pas connu C'est un huit, la mec. plus grande équipe de basketball de tous les temps. Il n'y a même pas un débat. C'est-à-dire que Magic Johnson a joué avec Larry Bird et avec Michael Jordan. Et avec Michael Jordan, on n'aurait jamais connu cette équipe. Je veux dire, après on a parlé du wording Dream Team qui après est rentré dans les mentalités de tous. On parlerait du basket en se disant,
tiens, putain, c'est quoi la plus grande équipe de basket Les de tous les maillots temps des types se vendent encore. Ah, mais bien sûr. Tu vois. Mais moi j'ai un Jordan numéro 9 Dream Team. De tous les maillots que j'ai, c'est mon maillot préféré parce qu'il a quelque chose de légendaire, de mythologique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la Dream Team, tiens, on dirait c'est quoi la plus grande équipe de basket de tous les temps? Les Cavs de 2016? Tu vois, ce serait de la Les merde. Bulls de 96. Ouais, voilà, les Bulls de 96, les Warriors de 2016, ouais, 2017. les Celtics de 86. Bon, Ouais. là, non merci, messieurs. Vous mettez de côté. Zéro débat, la meilleure équipe de basketball de tous les temps n'aurait pas pu exister. Et derrière l'impact sur chaque pays, je veux dire, là maintenant on fait une table ronde et Sur peut-être chaque pays, qu'un jour, et même sur la NBA. bien sûr, et peut-être qu'un jour on a l'occasion de faire cette table ronde. Combien de joueurs Je sais pas, internationaux, là, mais si aujourd'hui on peut mettre autour d'une table et Luka, et Yanis, et Joël, et Gasol, et machin, qu'on leur dit juste, vous avez connu, en fait votre club il s'est lancé. Ah oui, alors d'accord. attends, c'est marrant parce qu'en fait le 93, club de c'est marrant, Luka. ça, 93, c'est- Ouais, c'est marrant, le club de Luka, Ouais. là, il s'est lancé en 94 Ouais. et en fait, il n'y avait aucune infrastructure dans Non, tel mais pays c'est et ça sûr. s'est lancé après. Ah, bien sûr. Terminé, c'est t'es évident. obligé. Et je pense que n'importe quel gars qui arrive, que tu sois en NBA ou en simple amateur, ou que tu ailles au Hall of Fame de Springfield, si tu peux voir un membre de la Dream Team, pour moi c'est bon, t'es un demi-dieu. Parce que tu as fait partie de quelque chose qui traverse le basket, ça traverse le sport. Moi, il y a des gens, ils ne bitent rien du basket. Ils connaissent Que la Dream dalle. Team. Ils savent même pas c'est quoi un retour en zone. Mais Non, par ils contre, la connaissent Dream Team, ouais, bien sûr. c'est sûr et certain. C'est 5 étoiles. Je suis d'accord. 5 étoiles quand même. Je passe de 4,5 à 5. T'as failli sans blast problème. comme ça, là. C'est bien 4,5 aussi, Ah, tu vois. j'ai Faut fait savoir être un peu dur, tu vois. Il a su se rattraper, bien évidemment. Dites-nous, vous, quelle note vous mettez à ce grand what if et si la Dream Team, ou plutôt la Team USA, pardon, avait remporté les Jeux Olympiques de 1988. On vous retrouve évidemment dans les commentaires avec les suggestions si vous avez plein de thèmes. Il y en a plein qu'on a vus. Parfois, ça se croise bien. J'ai vu que c'était des choses qu'on avait déjà tournées. Et certains nous ont envoyé les sujets. Continuez à en envoyer. Et on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à tous et à Ciao, tous. ciao. Des bisous. Bisous. Ciao.